Hervé, te voilà parti. Eh ben, je prends la main. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi aussi, je suis ravi de vous retrouver sur ce quatrième comité de pilotage de l'Observatoire, même si effectivement les conditions sont un petit peu particulières cette année. Donc, nous allons être ensemble pendant à peu près une heure et demie. Donc, on va essayer de terminer à 15h30, mais voilà, on a pris déjà un petit peu de retard au départ. Donc, on va essayer de tenir le rythme, mais peut-être qu'on débordera un petit peu. Et je vous propose du coup de démarrer immédiatement avec un retour sur les travaux conduits en 2021. Alors, ces travaux, ils sont organisés en trois axes, hein. Il y a un premier axe production de connaissances, un deuxième axe qui concerne l'animation de l'observatoire et la valorisation des données, et puis un troisième axe qui touche plutôt au suivi et à l'apport d'expertise. Donc, pour démarrer tout de suite avec la production de connaissances, ben, vous le savez, la première mission de l'observatoire, c'est de produire cette connaissance régionale sur les consommations énergétiques, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, l'année 2020, elle a été consacrée à la production de ces bilans régionaux. Et nous avons pu consolider les données de l'année 2017, produire des données semi-définitives pour l'année 2018, donc qui ont fait l'objet d'une publication à l'été 2020. Et nous sommes sur le point de finaliser les premiers chiffres de l'année 2019. Parallèlement, donc, ce travail a également été réalisé sur les filières énergétiques renouvelables. Alors là, on a un petit temps d'avance sur cette thématique-là, puisqu'on est en capacité de produire un bilan définitif en année N-2, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des données 2018 définitives. Et puis, ben, la spécificité aussi, c'est qu'on suit le développement de nos filières énergétiques renouvelables en région. Alors, je ne vais pas dire au jour le jour, mais assez régulièrement, ce qui permet d'avoir des informations assez fraîches sur les installations en service de l'année 2020. Et puis parallèlement donc à la mise à jour de ces bilans régionaux, un gros travail a été réalisé plutôt sur le premier semestre 2020 pour élaborer ces bilans départementaux, hein. On a une région qui est extrêmement grande avec des spécificités départementales qui font qu'il est important également d'avoir cette vision à une échelle un petit peu plus fine que la région Nouvelle-Aquitaine des données sur les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ces données départementales ont été produites avec un historique qui remonte jusqu'à l'année 2005 et donc jusqu'en 2017, sachant que nous sommes là aussi en train de finaliser les données 2018. Donc, parallèlement, un certain nombre d'indicateurs ont été produits. Je vous en présente certains sur cette diapositive. Donc, pour vous parler de cette consommation régionale d'énergie finale en 2018, hein, qui s'élève à presque 169 TWh. La bonne nouvelle, c'est que cette consommation d'énergie finale à climat réel, elle est en baisse, hein, depuis 2010, en baisse de 6,3%. La mauvaise nouvelle, c'est que la baisse, elle n'est pas suffisante pour se mettre dans la bonne trajectoire par rapport aux objectifs qui sont fixés à l'échelle régionale, notamment dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. À côté de ça, on peut aussi constater qu'il y a encore 57% de ces besoins énergétiques régionaux qui sont couverts par des ressources fossiles, donc le pétrole, le gaz et encore aussi un petit peu de charbon dans le secteur industriel. Donc c'est assez important, mais que parallèlement, on a une couverture des besoins énergétiques régionaux par les énergies renouvelables qui continue de progresser et qui atteint 25% en 2018, avec une production régionale donc quasiment à hauteur de 42 TWh en 2018. Voilà, là on était sur la partie données énergétiques. On est en capacité, avec les informations que l'on mobilise et que l'on collecte à vos côtés, d'estimer aussi une facture, une dépense énergétique régionale qui elle est en hausse, hein, du fait notamment de l'augmentation des tarifs énergétiques et qui s'élève à un petit peu plus de 18 milliards d'euros en 2018. Et puis à côté de ça, on a donc les indicateurs sur les émissions anthropiques régionales de gaz à effet de serre, en partie dû évidemment à la consommation d'énergie, hein. 2 tiers des émissions régionales de gaz à effet de serre sont liées à la consommation d'énergie en région. Le dernier tiers, ça correspond aux émissions non énergétiques, qu'on va essentiellement retrouver dans le secteur de l'agriculture et pour certains procédés industriels. Donc ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont estimées à 49 millions de tonnes équivalent CO2 en 2018. Elles sont là aussi en baisse entre 2010 et 2018, d'un petit peu plus de 9%.
Mais donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais là encore, la baisse n'est pas assez marquée pour se mettre dans la bonne trajectoire des objectifs fixés à horizon 2030 et 2050. Donc pour rappel, à horizon 2050, l'ambition, c'est de diviser par 4 les émissions régionales de gaz à effet de serre à horizon 2010, et puis d'atteindre une neutralité carbone. Et cette neutralité carbone, ben, on l'atteindra quand le stockage régional annuel de carbone sera au niveau des émissions annuelles. En 2018, ce stockage régional, il est de 8,5 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et donc, il s'agira là aussi de l'amplifier, ce stockage carbone annuel, de façon à pouvoir atteindre effectivement une neutralité. Sur les filières énergie renouvelables et les réseaux de chaleur et de froid, l'année 2020 a été là aussi consacrée à un gros travail d'amélioration et de consolidation des outils de suivi des développements des énergies renouvelables, notamment électriques. Et j'en profite pour remercier les membres de la chaire RISET qui sont parmi nous cet après-midi, avec qui donc nous avons construit un partenariat en 2020, partenariat qui a consisté à la mise à disposition sur 3 mois d'une de leurs stagiaires, donc qui a travaillé sur ce sujet des énergies renouvelables électriques. Tant et si bien que donc, Camille Romary, qui était donc en stage parmi nous dans le courant de l'été, ben, nous a rejoint à partir de septembre et va continuer l'aventure au sein de la REC dans le courant de l'année 2021. Un travail qui a été également réalisé sur les files d'attente, donc à la fois pour les énergies renouvelables et électriques, mais également les énergies renouvelables thermiques. Donc je pense notamment à tout ce qui est chaufferie bois, installation de production à partir de géothermie ou de solaire thermique, pour lesquels la connaissance qu'on a des dossiers en cours d'instruction font qu'on est en capacité de savoir aussi quelles seront les prochaines puissances qui seront mises en service dans les prochaines années. Voilà, donc tout ceci grâce encore une fois à les données qui sont collectées auprès des partenaires ou récupérées par le biais des enquêtes. Je pense notamment à l'enquête méthanisation, à l'enquête sur les installations de stockage de déchets non dangereux, les unités de valorisation énergétique ou les installations de production de biocarburants qui chaque année nous remontent ces informations précieuses pour la production des bilans. Sur le sujet des réseaux de chaleur, l'année 2020 donc, a été consacrée, ça faisait partie d'un constat qu'on avait sur la difficulté qu'on avait de bien connaître les réseaux de chaleur en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'année 2020 a été consacrée au développement d'un outil permettant de lever ces manques et puis de construire des premiers indicateurs. Et là aussi, ce travail-là s'est fait dans le cadre d'échanges avec la FEDEN, donc la Fédération des acteurs de l'énergie, pour déjà dans un premier temps échanger certaines données et puis étudier les conditions nécessaires à un partage de données plus fines, des données individuelles liées à l'enquête annuelle sur le chauffage urbain. Je laisse tout de suite la parole à mon collègue Denis Saftier, qui va vous faire un premier retour sur cet outil qui permet de caractériser donc, la connaissance des réseaux de chaleur en région. Tout à fait, merci Hervé. Donc bonjour à tous. Oui, donc pour le travail sur la chaleur, il a tout d'abord été question plutôt de réorganiser les données qui préexistaient au sein de la REC. On a un certain nombre de données donc, qui sont plutôt organisées selon une approche énergie, donc les chaufferies bois, toutes les installations géothermales, les unités de valorisation énergétique de déchets, le solaire thermique, la méthanisation. Donc de ces bases de données, on a donc réalisé une extraction des données qui étaient spécifiques réseau de chaleur. Et donc, pour constituer à partir de ça une nouvelle base de données spécifique au réseau de chaleur. À ces éléments-là, donc, on a aussi intégré des données qui sont issues du SNCU, donc le Syndicat national du chauffage urbain, puisqu'on était sur une approche plutôt énergie renouvelable de notre côté. Et donc, on a pu réintégrer notamment les réseaux de chaleur au gaz naturel et puis quelques réseaux de chaleur qui est alimenté par de la récupération de chaleur fatale. Est amené à
à être organisé autour d'un certain nombre d'indicateurs de suivi. Donc, je vous les ai listés, enfin, je vous ai listé les principaux donc, dans le cadre sur la droite. Je vais pas les redétailler spécifiquement. Voilà, le code couleur, c'est celles qui sont en vert, c'est les données où on a donc une quasi-complétude des informations. En orange, où on est sur des données un peu où on a des informations un peu mitigées, et en rouge, où on a un manque crucial d'informations. Donc, on a plutôt des manques sur des données, j'allais dire, plutôt physiques au niveau des réseaux de chaleur. On va avoir des données qui vont nous manquer, notamment sur les longueurs de réseau, sur le nombre de sous-stations, et spécifiquement aussi sur desservis, aussi bien le nombre, les adresses, les secteurs d'activité, etc., etc. L'objectif, c'est bien de faire un suivi annuel des évolutions. Donc, ça veut dire que sur certains réseaux de chaleur, on va être amené à suivre des extensions, on va être amené à suivre des montées en puissance, on va être amené à suivre des fermetures éventuellement, et retracer un historique. Alors, l'historique, pour le moment, il est retracé à partir de 2015, entre 2015 et 2019 pour le moment. Voilà, on peut passer à la diapo suivante éventuellement. Avec quelques données donc, qui ont pu être extraites de ce premier travail. Donc, les chiffres clés 2019. Donc, on a identifié pour le moment 403 réseaux de chaleur en service. Donc, ce qui est donc, spécifié en dessous, c'est les énergies principales qui alimentent ces réseaux de chaleur. Donc, beaucoup de réseaux de chaleur donc, alimentés par de la biomasse. On a des réseaux de chaleur, donc presque toutes les unités de valorisation énergétique de déchets alimentent un réseau de chaleur. Et puis, on a aussi de la géothermie. On a bien sûr du gaz naturel qui alimente un certain nombre de réseaux de chaleur. Et puis, donc, de manière un peu plus anecdotique, on va dire, 2 unités de méthanisation dans les Deux-Sèvres qui, elles aussi, alimentent un réseau de chaleur qui dessert des bâtiments collectifs. Et puis, un réseau de chaleur spécifique en chaleur fatale. Au-delà de ces 403 réseaux de chaleur, il y en a 49 qui ont été identifiés encore, qui sont en construction ou en projet, et donc avec une majorité à la biomasse. Et donc parmi ceux-là, donc, à noter un gros réseau de chaleur sur l'agglomération de Pau, donc, qui sera alimenté par justement l'unité de valorisation énergétique de l'agglomération. Quand on regarde les puissances thermiques, donc elles sont l'éventail est très très large, puisqu'on a vraiment des petits réseaux de chaleur communaux, généralement alimentés par de la biomasse, qui sont de l'ordre de 50 kW, et ça va jusqu'à 38 MW pour le plus important. Donc celui-ci, c'est celui de Biolac, qui est une unité qui alimente un réseau de chaleur industriel sur la zone industrielle de Lac. En termes de consommation globale sur ces réseaux de chaleur, on est de l'ordre de 1800 gigawattheures. Donc là encore une fois, donc sans surprise, avec donc une majorité de cette consommation qui est de la consommation de biomasse. Voilà pour les données plus énergétiques, on va dire. Et donc on arrive sur des données les données physiques, donc la longueur du réseau de chaleur, on a quand même 75% des réseaux de chaleur, on a des données. Ce qu'on peut noter, donc par l'anecdote, mais donc 4 réseaux de chaleur totalisent plus de 20 km de réseau. Donc il s'agit des réseaux de chaleur de Jonzac, de Brive, il y a Limoges, et puis il y a celui de Senon, Lormont, Floirac sur la métropole bordelaise. Après, donc sur le nombre de sous-stations, là, on a beaucoup moins de données, puisqu'on a à peine un tiers des réseaux de chaleur où on a des données à ce niveau-là. Donc celui, pour le moment, on a le plus de sous-stations, c'est celui de Brive.
Je crois qu'on en a 230 et quelques, il me semble. Et puis, donc, il nous manque beaucoup de données sur, comme je vous le disais en préambule, sur tout ce qui est bâtiments desservis, aussi bien leur localisation, leur secteur d'activité, leur nombre, voilà. Donc pour ces données manquantes, donc, le but, ça va être d'aller chercher ces données, donc avec plusieurs pistes. Donc, tout d'abord, donc, auprès des animateurs ENR sur les territoires où ils sont présents, puisque ce sont des relais qui sont relativement efficaces et qui nous remontent déjà pas mal d'informations sur, notamment sur tout ce qui est chaufferie biomasse, par exemple, et toutes les installations géothermales, par exemple. Spécifiquement, notamment sur les bâtiments desservis, sur le nombre de sous-stations auprès de certains exploitants de gros réseaux de chaleur. Et puis on envisage aussi donc, une enquête spécifique pour aller chercher les données manquantes sur le. Voilà assez brièvement résumé le travail qui est en cours encore sur les réseaux de chaleur. Merci Denis, et si vous avez des questions, donc vous n'hésitez pas à poster vos messages dans le chat. Et puis on va enchaîner avec la mise à jour des outils résidentiels et tertiaires. Donc le contexte de l'année 2020 a été tellement particulier qu'on a fait le choix de revoir un petit peu notre programme de travail. Tout ce qui concernait la valorisation des données, l'accompagnement des collectivités ou la diffusion des informations produites par l'Observatoire n'a pas pu se dérouler comme prévu en 2020. Et on a fait le choix du coup de réorienter nos travaux sur la mise à jour de ces deux outils. Et je vais tout de suite laisser Antoine Jacquelin vous présenter les travaux qu'il a conduits cette année sur donc cet outil résidentiel et cet outil tertiaire. Et Antoine, je te propose d'activer ta caméra, parfait, pour que l'on te voit. Tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien. Okay. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc ces travaux sur la mise à jour des outils de territorialisation de l'information. Dont les objectifs sont multiples. Hein. On a profité du coup pour identifier bien comment mettre à jour ces informations afin d'obtenir des années de référence identiques sur la fourniture des données territoriales. Parce que précédemment, nos outils de territorialisation n'étaient pas sur la même année de référence du fait de la disponibilité de la donnée au moment où on les réalisait. Là, on a pu travailler à une harmonisation de ces années de référence, là où auparavant, l'année de référence de l'outil résidentiel était 2013 et de l'outil tertiaire était 2015. Dorénavant, on peut fournir de la donnée dont l'année de référence est 2018 pour ces deux outils. En plus de ça, on a travaillé à fournir donc du coup une information historisée sur les années 2015 à 2018 afin de pouvoir observer les évolutions territoriales de ces consommations sectorielles. Donc là, sur 4 années, même sur 5 années sur l'outil résidentiel, puisqu'on retourne jusqu'à 2014. Et ainsi amener une pièce d'analyse supplémentaire sur les évolutions des consommations. Comme on a pu un peu anticiper donc du coup les mises à jour de ces outils-là, on a prévu en fait de faciliter l'incorporation des nouvelles données dans les outils de territorialisation afin que l'année prochaine, donc en 2021, on va pouvoir produire de la donnée 2019 assez facilement, puisqu'on a laissé la place à l'incorporation dans la structure du système d'information au millésime le plus récent qu'on pourrait avoir de disponible afin de faciliter la mise à jour annuelle de ces données territoriales. Un autre objectif de cette mise à jour d'outils, c'était d'assurer une cohérence la plus forte possible entre les données territoriales produites au sein de ces outils et les autres données disponibles pour caractériser les consommations et les émissions de gaz à effet de serre de ces secteurs.
alors à savoir les données produites au sein de l'observatoire, donc les bilans régionaux de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les données de suivi des installations de production d'énergie renouvelable qui étaient parfois affectées à des secteurs d'activité. Et en plus de ça, un calage assez important avec les données locales de consommation de gaz et d'électricité mises à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport. Donc ainsi, on est cohérent en faisant la somme des données territoriales avec les bilans régionaux et aussi en croisant avec les données des gestionnaires de réseau par ailleurs. Alors la structure des outils, ce schéma est un peu compliqué, mais l'idée c'est de montrer qu'on a mobilisé pas mal d'informations pour la création de ces outils-là, puis on a croisé avec donc ce qui est partie gauche les structures propres à l'observatoire, donc le bilan régional, les installations de production d'énergie renouvelable comme je vous le citais, mais aussi l'outil de suivi des réseaux de chaleur dont parlait Denis. Là où il y a des manquements, on pourrait peut-être aussi les implémenter dans nos outils quand on aura de l'information sur les bâtiments des services. Alors, comment fonctionnent ces outils? Ils fonctionnent d'une part par une modélisation du parc de logements pour l'outil résidentiel et du parc de bâtiments tertiaires pour l'outil tertiaire, qui mobilise plusieurs sources de données. Pour le parc de logements, c'est assez facile puisqu'il y a un système de statistiques national qui existe depuis longtemps, qui permet de produire des informations sur le logement, à savoir le recensement de la population générale de l'INSEE, que l'on vient nourrir avec des informations sur les permis de construire au sein de la base. Alors ces informations, elles sont au sein de la base Citadel, qui est produite par le service statistique du ministère de la transition écologique. Et on peut ainsi avoir un parc de logement, suivre le parc de logement année après année en mettant juste à jour ces données mises à disposition tous les ans et de façon homogène. Donc ça, c'est une chose qu'on a l'habitude de produire et qui est assez simple à mettre en place année après année. Une fois qu'on a modélisé le parc de logement, on croise avec des consommations énergétiques unitaires qui proviennent du CEREN, qui est le Centre d'études et de recherche économique sur l'énergie, qui produit des consommations unitaires en kilowattheures par mètre carré en fonction des typologies de logement et des usages de l'énergie, et que l'on croise avec les informations produites par l'ADEME dans les chiffres clés énergie-climat qui, eux aussi, exploitent ces données CEREN-là. Là où ça se complique un petit peu dans les outils de territorialisation, c'est la reconstitution du parc de bâtiments tertiaires. Sur le schéma, là, j'ai mis plusieurs petits logos qui montrent qu'il y a plusieurs sources à aller chercher. Alors l'adresse, c'est la direction de la recherche et des études et de l'évaluation des statistiques du ministère de la Santé, qui permet d'obtenir une base de données qui est assez riche, qui est la base FINES, qui permet de localiser les établissements de santé, les établissements sanitaires et sociaux, et les EHPAD aussi, notamment. Et on mobilise aussi donc, des bases comme celles qui sont mises à disposition par le rectorat pour localiser les établissements de l'enseignement, les bases de data.gouv.fr, plusieurs bases qu'on trouve sur l'open data de l'État, afin de localiser un maximum de bâtiments tertiaires. Et aussi, on a des informations qui proviennent de la région Nouvelle-Aquitaine, pour les informations sur notamment les bâtiments des collectivités. Alors, une fois qu'on a modélisé ces parcs de logement et ces consommations d'énergie, et ensuite des émissions de gaz à effet de serre, on recroise avec les informations produites par l'AREC par ailleurs, et les informations produites par les gestionnaires de réseau. Alors là, j'ai mis les logos Agence Oré et Data Réseau Énergie, Open Data Réseau Énergie, mais c'est l'ensemble des gestionnaires de réseau qui sont réunis à travers ces deux agences. Alors, pour valoriser la donnée produite par ces outils, on dispose de différentes façons d'illustrer l'information qui ressort de ces grosses bases de données, parce que c'est des bases de données volumineuses quand même. Ici, je vous ai montré je vous montre des représentations graphiques assez simples pour caractériser les usages de l'énergie, enfin les consommations d'énergie par vecteur énergétique sur un territoire. Petite nouveauté sur cette mise à jour d'outils, dorénavant on fait apparaître les consommations associées aux pompes à chaleur et au solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire.
Et aussi donc une petite représentation à droite sur l'évolution des consommations énergétiques sur un territoire entre 2014 et 2018, afin d'identifier, en fonction des évolutions du parc de logement, quels sont les vecteurs énergétiques qui évoluent une année après l'autre, et aussi quel est l'impact de la rigueur climatique sur ces consommations énergétiques. Alors pour l'instant, ces visualisations de données, elles sont assez basiques. On aimerait bien aller plus loin parce qu'on a une base de données qui est très très riche, puisqu'on pourrait produire des analyses selon les usages de l'énergie, la période de construction, l'énergie principale de chauffage, la typologie du logement, et même grâce au recensement de la population sur les caractéristiques des ménages occupants. Je ne vous ai pas montré d'illustration de ce qu'on pouvait faire sur depuis l'outil tertiaire. On dispose d'informations à l'échelle parfois des bâtiments, en leur affectant un code d'activité et donc une branche à laquelle ils participent. On a dans notre base de données plus de 10 000 établissements tertiaires localisés et parfois géolocalisés à l'adresse à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on peut géolocaliser certaines consommations énergétiques modélisées. Et donc en lien avec le travail sur les réseaux de chaleur, on pourrait identifier certains secteurs où il y a un besoin de chaleur propre à certains bâtiments type EHPAD ou établissement de santé ou même établissement scolaire, afin d'identifier des zones favorables au développement des réseaux de chaleur, ou tout simplement identifier certains bâtiments qui seraient propices au développement des installations de production d'énergie renouvelable. Donc c'est encore un travail sur lequel on continue en cours et qui, selon moi, va nous permettre de faire encore plus de choses. Merci Antoine. On va enchaîner avec les autres sujets très rapidement sur les enjeux socio-économiques de la transition énergétique. Typiquement, ça fait partie des thématiques de travail de cette année sur lesquelles on n'a pas autant avancé qu'on l'aurait souhaité du fait des conditions sanitaires que nous avons connues. Néanmoins, le travail a démarré. L'objectif sur ces données socio-économiques, c'est d'essayer de traduire à l'échelle de la région et des collectivités locales les impacts du développement des filières d'énergie renouvelable, mais également des actions de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, par exemple, les impacts socio-économiques en fonction de l'activité induite. Donc ça passe par la définition de ratios d'activité en fonction des données techniques, notamment sur les filières d'énergie renouvelable qu'on a commencé à collecter dans des études existantes. Et l'ambition, donc, c'était d'échanger avec les partenaires de l'Observatoire en fonction de leur expertise. Je pense aux professionnels de l'éolien, aux professionnels des énergies renouvelables thermiques, etc., qui pourront nous appuyer sur ces filières-là pour bien définir ces ratios d'activité et essayer de les affiner avec les informations dont on dispose à l'échelle régionale. Et donc tout ça pourra servir justement à traduire les objectifs régionaux que l'on retrouve dans le SRADET ou les objectifs locaux que se fixent les collectivités dans leurs plans climat et énergie territoriaux et traduire ainsi donc les impacts de ces actions-là. Donc un travail qui continuera en 2021, tout comme cette étude sur le financement participatif et les projets citoyens. Donc là, c'est un sujet qui a également été lancé en 2020 avec une prise de contact des structures impliquées. Donc je pense notamment à Énergie Partagée, à certains acteurs qui sont présents aujourd'hui, avec lesquels donc, on a pu réaliser des entretiens, construire un groupe de travail et puis définir les objectifs de cette étude-là. L'idée était donc de construire un questionnaire d'enquête qui serait adressé aux porteurs de projets et puis aux sociétés d'économie mixte qui justement financent ces projets d'énergie renouvelable, ces projets citoyens d'énergie renouvelable. Et puis en parallèle, donc, nous avons également commencé à mettre en place les outils de suivi qui permettront de récupérer les résultats de cette enquête et en exploiter les premiers résultats. Donc voilà, là aussi des travaux initiés en 2020 qui se poursuivront en 2021. Le stockage carbone, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Un travail a été mené pour
faire un rapprochement méthodologique des différents outils qui peuvent exister, notamment l'outil Climagri et l'outil ALDO, qui sont deux outils proposés par l'ADEME. Ce travail de rapprochement, il a été complété par une identification des sources de données permettant de vraiment apprécier le sujet du stockage carbone dans son ensemble. Et donc, il a permis de produire ces premières données régionales et locales sur le stockage global et additionnel en 2018. Donc, vous voyez, comme je le mentionnais tout à l'heure, qu'on est à un petit peu plus de 8,5 millions de tonnes équivalent CO2 stockées en 2018, que la forêt joue un rôle essentiel, primordial même dans ce stockage, hein, avec quasiment 7 millions de tonnes. Il y a aussi un enjeu au niveau des prairies, hein, puisqu'on voit que ça représente un petit peu plus d'1 million de tonnes. Donc les prairies, les haies également, d'où l'enjeu peut-être de préserver également ces milieux-là, au-delà des bénéfices environnementaux sur le stockage carbone. Il y a d'autres domaines sur lesquels ces préservations d'espaces-là sont intéressantes. Et puis à côté de ça, on a le changement d'affectation des sols avec l'urbanisation qui vient un petit peu ternir ce bilan, puisque donc on a un solde négatif sur ce poste-là. Un autre travail qui a été mené sur la thématique de ressources, c'est une analyse de flux de 4 filières, la filière du bois, de la biomasse agricole, des combustibles solides de récupération et des déchets alimentaires, selon une approche dite diagramme de Sankey, et on vous en parlera dans la deuxième partie de ce comité des partenaires. Donc, j'enchaîne avec le deuxième axe de travail de l'Observatoire qui concerne l'animation, l'intervention et la valorisation des données. Très rapidement sur la gouvernance, on a conduit nos comités techniques avec les partenaires, le comité d'orientation, le comité des partenaires aujourd'hui. Les groupes de travail qu'on avait envisagés en fin d'année 2019 n'ont pas pu être réunis, hein, on en a suffisamment parlé. Néanmoins, nous avons pu quand même conduire certaines interventions sur les demandes des partenaires. Je pense notamment au service de l'État, avec la mise en place des pôles énergie renouvelable sur le département de la Creuse, de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques ou des Deux-Sèvres, des interventions sur les demandes évidemment de l'ADEME, de la région, du Césaire, une intervention auprès de GRDF, etc. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, par rapport à une année classique, c'est vrai que ce volume d'intervention a été moins important, mais nous avons quand même pu maintenir un certain niveau. Et puis à noter également, en début d'année 2020, l'animation d'un atelier dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique qui se sont déroulées à Bordeaux, un atelier proposé par l'AREC avec l'agence Soré, les partenaires Open Data Réseau Énergie et le syndicat Énergie Vienne, et qui portait sur la pédagogie autour des données. Sur la valorisation des données de l'Observatoire, on en a parlé, François Scoutan en a parlé dans son mot d'accueil. Un gros travail a également été mené sur les évolutions du site de data visualisation. Bien évidemment, toutes les données qui ont été produites, je pense notamment aux bilans régionaux, ont été mises en ligne. Des nouvelles infographies ont été créées, comme celle que vous voyez en bas de cette diapositive, qui permet de constater, par exemple, que 80% des produits pétroliers sont consommés au niveau du secteur des transports. La création également de pages de consultation des données départementales que vous voyez sur la droite. Donc ça, c'est un outil très riche qui permet de consulter près de 12 500 données sur la consommation d'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre ou la production d'énergie renouvelable, à la fois avec des possibilités de comparaison des départements, d'un département avec les 11 autres, et puis la possibilité de visualiser une filière ENR en particulier, un vecteur énergétique en particulier, un gaz émis en particulier sur une année, sur les années allant de 2005 à 2017. Donc vous imaginez un petit peu la richesse d'informations qui est disponible via ce site-là. Je continue avec le site de data visualisation. De nouvelles pages sur les énergies renouvelables ont été créées, notamment le solaire thermique et la géothermie. Et puis d'autres ont été enrichies de cartographie. Je pense notamment à l'éolien, à l'hydraulique, au biogaz, donc c'est la cartographie que vous voyez sur la droite, et qui permet de consulter les informations relatives aux différentes installations. Donc notamment, est-ce que c'est une installation qui est en service ou en projet?
de quelle typologie d'installation il s'agit, quel est le mode de valorisation du biogaz, quelles sont les données techniques de cette installation, et puis également des informations sur l'année de mise en service. Et puis, grâce à la venue de Camille, donc et à son travail réalisé pendant son stage, et puis sur la fin de l'année, nous avons pu réactualiser et remettre en service notre tableau de bord trimestriel sur le développement du photovoltaïque, après près d'un an et demi de pause suite à l'évolution de données qui nous empêchait de mettre à jour ce tableau de bord. Donc voilà, le revoilà, le tableau de bord. Nous allons du coup remettre au bout du jour les informations sur cette filière avec des données relatives au nombre d'installations accordées, aux puissances en service, en fonction des départements, en fonction des gammes de puissance et en fonction des gestionnaires de réseau. Donc toutes ces données-là sont aujourd'hui d'ores et déjà accessibles. Je voulais vous dire un petit mot aussi de Terristory pour vous dire que là aussi, nous avons pris du retard cette année sur les développements qui étaient prévus pour la fin de l'année 2020 et qui ne verront le jour finalement que dans le courant du premier trimestre 2021. Mais le travail avance malgré tout avec le développement en cours des modules installation, donc qui permet de visualiser des cartographies sur les installations de production d'énergie renouvelable, par exemple, et qui peuvent mettre mise en regard de données sur d'autres informations relatives à des gisements, par exemple. Et puis les deux autres modules qui concernent les analyses territoriales et les stratégies territoriales et qui là permettent, à partir de la connaissance locale des profils énergie et gaz à effet de serre locaux, d'identifier justement, grâce aux actions qui sont mises en place, quels seront les gains en matière de consommation d'énergie et quels seront les gains en termes de production d'énergie renouvelable supplémentaire liés justement aux objectifs que se fixent les collectivités. Donc c'est une sorte de simulateur qui permet de traduire des objectifs en résultats concrets et également qui permet de visualiser les impacts socio-économiques associés. Et puis en parallèle, évidemment, la production de publications avec le bilan régional à l'été, l'actualisation des fiches départementales, la synthèse méthanisation ou différents rapports d'études. Rapidement sur la dernière partie, tout ce qui concerne donc l'expertise et le suivi avant de laisser la parole à Tina. Évidemment, les données que nous produisons servent à appuyer les acteurs régionaux, notamment sur tout ce qui est planification régionale. Donc ces graphiques, hein, vous les connaissez, c'est la traduction des objectifs qui sont fixés dans le SRADET en matière de diminution de la consommation d'énergie, en matière d'augmentation de la production d'énergie renouvelable et en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre. La production de ces éléments-là nous permet de visualiser les trajectoires sur lesquelles on se situe et de se comparer par rapport à la trajectoire qui justement est fixée dans les différents schémas. Donc je vous en parlais en tout début d'intervention. On est du coup en capacité aujourd'hui de se dire à quel niveau on se situe finalement par rapport à une trajectoire 2015-2050. Par exemple, sur la consommation d'énergie finale, je vous disais qu'elle était en baisse sur l'année 2010-2018, mais pour autant, en 2018, elle est encore 6,5% trop élevée par rapport à la valeur qu'il aurait fallu atteindre pour respecter la trajectoire 2015-2050. Même chose sur les émissions de gaz à effet de serre, tout en bas. On est sur une trajectoire baissière, mais pour autant, la valeur est encore un petit peu trop élevée par rapport à la trajectoire 2015-2050. Sur les énergies renouvelables, en revanche, là c'est plutôt une bonne nouvelle, on est au-dessus en termes de production énergétique renouvelable de la traduction des objectifs. Mais pour autant, quand on regarde après l'indicateur de part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, étant donné qu'on est un petit peu en retard sur le volet consommation d'énergie finale, là aussi, sur cet indicateur-là, il y a encore un effort à fournir pour pouvoir se remettre dans la bonne trajectoire. Nous avons continué en 2020 l'appui des collectivités locales avec une dizaine de territoires accompagnés, donc que ce soit dans le cadre de la contractualisation régionale avec notamment l'appui de la DATAR sur 2 territoires ou la mise en place de conventions selon demande
avec des collectivités ou avec des départements. Et puis nous sommes en cours avec toutes les évolutions qu'on a conduites en 2020, notamment sur les outils et les données qui sont collectées au niveau de l'Observatoire. Nous sommes en pleine réflexion sur le développement d'une nouvelle approche d'appui au territoire qu'Amandine vous présentera en fin de comité. Et puis je laisse tout de suite la parole à Tina qui va vous présenter les avancées du travail de capitalisation des démarches locales climat et énergie. C'est pour ceux qui étaient présents au comité de pilotage l'an dernier, Tina était déjà intervenue pour vous présenter des éléments sur le volet diagnostic et stratégie. Le travail a continué cette année sur les plans d'action. Et Tina, je te laisse tout de suite la parole pour présenter ton travail. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, je vais parler de l'étude de capitalisation des démarches climat et énergie. Donc, cette étude, c'est bien une étude de capitalisation des diagnostics, des données de stratégie et des plans d'action des collectivités engagées en démarche climat et énergie et aussi TEPOS. Donc là, ici, il y a un bref état des lieux de là où on en est en termes de capitalisation. Donc le tableau, il présente donc le nombre de documents capitalisés, donc par type de document, par typologie de territoire, avec une colonne totale. Cette colonne totale, elle est divisée en deux. Donc comme vous savez, on a plusieurs EPCI qui vont se regrouper pour former des territoires. Donc là, c'est la conversion territoire EPCI. Donc voilà, en termes de diagnostic, on va avoir 75% des EPCI de Nouvelle-Aquitaine. En termes de stratégie, on va avoir capitalisé 53 territoires, ce qui va représenter un peu plus de la moitié des territoires engagés PCAET ou TEPOS. Et donc la dernière partie qui est la partie plan d'action qui sera la plus développée lors de cette présentation parce que c'est la partie qui nous a pris le plus de temps cette année. Donc là, concernant les plans d'action, on va avoir 40 territoires capitalisés, ce qui va représenter un peu plus de 2800 actions capitalisées au sein de notre outil. Et du coup, donc, concernant les programmes d'action, donc ils sont en effet donc, très hétérogènes. Parfois, ils sont très développés, parfois, ils sont très peu développés. Et donc, l'histogramme en bas à droite, il permet de montrer le nombre moyen d'actions par programme d'action, par typologie de territoire. Et donc, on peut voir qu'en fait, donc, plus un territoire est urbanisé, plus il y aura d'actions développées dans son programme d'action. Donc, on peut voir de même qu'on a 2 territoires urbains capitalisés, ce qui va représenter 9% de l'ensemble des actions capitalisées. Quand des territoires ruraux, on aura 13 territoires, ce qui représente 20%. Donc, voilà. Donc, ça, c'était brièvement. Je vais passer à la méthodologie. Donc, qui a été utilisée pour capitaliser ces programmes d'action. Donc, la première étape, donc, ça va être de capitaliser les actions telles qu'elles sont inscrites dans les programmes d'action et synthétiser brièvement le contenu lorsque c'est nécessaire. La deuxième étape va consister à classer les actions. Ici, on s'est on s'est aidé de l'outil Climat Record en y apportant quelques modifications. Donc, il y a 5 clés d'entrée dans notre classification. Donc, le périmètre, public-privé. L'enjeu, donc maîtrise de l'énergie, ENR, développement durable, il y en a 10 au total. Le secteur, le champ d'action thématique. Ici, le champ d'action thématique va permettre de définir la thématique principale de l'action et donc caractériser plus finement l'action. Alors ici, on en a une 60aine. Le but, c'est bien sûr d'en avoir un minimum, mais donc vu l'étendue des sujets qui sont abordés dans les PCAET, c'est assez compliqué de le restreindre. Bon, en tout cas, on essaie de ne pas l'augmenter. Et enfin, le type d'action qui correspond à la nature de l'action. Donc, est-ce que c'est de l'équipement, de l'organisation, de l'animation? Et enfin, donc je précise que donc, les plans d'action sont très hétérogènes entre eux et chaque collectivité a sa propre manière de définir l'action et du coup, ça nécessite de porter une analyse un peu au cas par cas pour que nous, dans notre outil, on ait un rendu qui soit bien homogène. Voilà. Et du coup, donc, la troisième étape va consister à requalifier le libellé de l'action sous un format qui va être identique et générique entre tous les plans d'action. Donc à droite, dans la colonne exemple, vous avez donc un petit tableau ici. Donc c'est un exemple assez parlant pour vous montrer ce que je veux dire. On va avoir 2 collectivités qui vont avoir leur propre dénomination pour porter une action qui sera en fait la même chose. Nous, l'idée, c'est de créer bien un libellé, donc une action unique qui va permettre de regrouper tous ces territoires qui portent en fait la même action. Donc, c'est bien sûr l'objectif premier, c'est de faciliter les recherches au sein de cet outil et de pouvoir avoir une même dénomination commune entre tous les collectivités. La deuxième chose, c'est que le libellé, il doit être suffisamment général pour regrouper un certain panel d'actions et capter des actions qui ne sont pas forcément retrouvables uniquement par les filtres sectoriels ou d'enjeux. Donc là, il y a 2 exemples, donc à droite de nouveau. Donc l'assouplissement des règles d'utilisation des transports en commun. Ça va regrouper plusieurs actions. C'est des actions qui sont un peu plus marginales, qu'on ne retrouve pas beaucoup. Mais c'est aussi
des genres d'actions qui, en fait, vont être complètement noyées dans le reste des actions qu'on aura filtrées. Donc, par exemple, dans le transport en commun, elles vont être complètement noyées dans toutes les actions. Et du coup, là, ça va permettre de les retrouver plus facilement. De même à côté, la conversion des flottes de véhicules professionnels, ça va toucher par exemple à la flotte publique, à la conversion des bus au biogaz, ou à la conversion des camions de collecte. Donc c'est vraiment essayer de toucher à plusieurs secteurs ou plusieurs thématiques. Et la troisième chose, c'est que ça présente un gros avantage, notamment pour faciliter l'analyse. Donc dans l'exemple à droite, on a créé un libellé qui s'appelle l'organisation du territoire et des services de proximité pour limiter les déplacements. Ce libellé, il a été créé parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'actions qui se regroupaient dans ce genre d'action. Et il se trouve que dans l'analyse, uniquement il y a beaucoup de territoires, en majorité des territoires ruraux, qui portent ce type d'action. Donc en fait, ça permet d'analyser, d'ajouter un prisme d'analyse supplémentaire. Donc voilà, aujourd'hui, on est à 106 libellés créés qui couvrent 84% des actions. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir 100% des actions capitalisées qui soient couvertes. Et du coup, nous avons prévu un deuxième exemple pour vous présenter la manière dont ces libellés peuvent affiner l'analyse. Donc, par exemple, ici, en filtrant sur le champ d'action thématique qui est télétravail, tiers-lieu et numérique, on va avoir un panel d'actions et ces actions vont plus se décomposer en 3 actions principales. Donc, on a créé 3 libellés, l'aménagement de tiers-lieu, l'aménagement numérique et développer le télétravail plutôt en termes d'organisation interne et de promotion. Et donc, on peut voir qu'en fait, l'analyse est complètement différente selon le libellé qu'on va choisir. Tout ce qui va être aménagement de tiers-lieu va être très développé chez les ruraux et les mix ruraux, tandis que l'aménagement numérique va être plutôt développé chez les mix urbains et mix ruraux, en revanche très peu chez les ruraux. Et tout ce qui va être développer le télétravail en termes d'organisation interne et de promotion, ça sera développé partout, ça sera le principal poste pour les territoires urbains. Voilà, et donc là, l'idée, ce n'était pas vraiment de vous apporter une analyse très fine des programmes d'action, mais plutôt de vous montrer la manière dont l'outil a été construit et les possibilités d'analyse qui peuvent en être faites. Et du coup, j'en profite pour vous dire que nous sommes en train de travailler sur une publication qui sera délivrée en début 2021. Et donc, cette publication, elle aura vraiment vocation à apporter une analyse beaucoup plus fine sur les plans d'action en lien avec les stratégies et les objectifs chiffrés des territoires qui ont été capitalisés et bien sûr tout ça en lien avec les typologies de territoires. Voilà, et du coup donc, je passe à la dernière diapo qui est, donc voilà, ici c'est pour vous montrer ce qu'on souhaiterait faire en termes de valorisation des données qui ont été capitalisées. Donc cet outil de capitalisation des programmes d'action n'a pas vocation à rester interne. L'objectif, ça serait de pouvoir le mettre à disposition sur notre site de data visualisation sous la forme d'un catalogue d'actions, répertoire d'actions, où il serait possible d'effectuer plusieurs recherches et en fait de fouiller un peu à travers ce répertoire d'actions. Donc là, nous sommes en train de travailler sur les fonctionnalités. Il y aurait plusieurs systèmes de feed par liste déroulante, cases à cocher, recherche par mot libre. Donc on est un peu en train de travailler là-dessus. On vous a mis 2 exemples. Et donc, par exemple, en filtrant sur le secteur mobilité, en faisant une recherche par mots-clés aire de covoiturage, on retomberait sur le maillage territorial d'aire de covoiturage, donc c'est le libellé qu'on avait créé. Et donc, on verrait tous les territoires qui ont porté ce genre d'action. Et par là même, on verrait également, en fait, toutes les actions telles qu'elles sont inscrites dans les plans d'action qui figuraient en dessous. Donc, on aurait vraiment les informations des territoires avec ce qui est mentionné dans les plans d'action, notamment le pilote de l'action, le partenaire. Voilà, donc l'objectif, ce serait vraiment d'avoir une vision globale de ce qui est porté en Nouvelle-Aquitaine et de centraliser l'information et de permettre de mettre en relation des territoires sur des actions qu'ils souhaiteraient porter ou sur des actions portées par un territoire de même typologie. Voilà, et donc je précise en effet, j'ai reçu pas mal de documents qui étaient des documents de travail. Bien sûr, ces documents ne seront pas diffusés. On diffusera uniquement des documents qui sont rendus publics et finalisés. Voilà. Grand merci à toi, Tina, pour cette présentation. Et je vais compléter cette intervention en disant que ce travail-là est assez unique, je pense, en région et qu'il intéresse grandement la Direction générale de l'énergie et du climat avec qui on a échangé dernièrement et qui cherche aussi à regarder un petit peu comment les actions menées par les collectivités locales seront en mesure, quand on les additionne une à une,
d'atteindre les objectifs qui sont fichés d'abord à l'échelle régionale et puis effectivement après à une échelle plus large, à l'échelle nationale. Justement, c'est une bonne transition. Vous le savez, l'AREC est impliquée dans le réseau des agences régionales de l'environnement. Nous sommes une des agences adhérentes, donc avec les cousins et les cousines qui existent dans les autres régions. Dans ce cadre-là, nous participons activement à tous les travaux qui peuvent être conduits. Nous participons aux réunions au niveau national. Je parlais de la direction énergie, générale de l'énergie, du climat, mais il y a également l'ADEME, il y a également le service des données études et statistiques du ministère. On a également de temps en temps des relations avec des structures nationales qui sont sur les mêmes problématiques, qui travaillent sur les mêmes problématiques. C'est important d'échanger et d'être présent au niveau de ce réseau-là, également pour avoir une bonne connaissance de ce qui peut se mener dans certaines instances. Je pense notamment à l'Observatoire national de la précarité énergétique, donc dans lequel le RAR est impliqué, et c'est notamment l'AREC Nouvelle-Aquitaine qui participe au groupe de travail diagnostics territoriaux, notamment c'est Antoine Jacquelin chez nous et dont la contribution en 2020 a porté sur la conception, le suivi de la conception du futur outil de géolocalisation et de caractérisation de la précarité énergétique qui est quasiment finalisé et qui va voir le jour début 2021. Autre groupe, c'est le club Synergie pour la transition énergétique par la planification, le club STEP, qui regroupe là aussi des acteurs positionnés sur la planification énergie-climat notamment, mais pas seulement. Et là, dans le cadre de ce club STEP, Antoine, encore lui, a animé un atelier lors d'un séminaire sur la planification énergétique autour des indicateurs et des données climat et énergie. Nous en avons terminé avec la présentation, certes succincte, de ce programme 2020. Je vais donc me tourner vers Amandine et Lénaïque pour savoir s'il y a eu des questions qui ont été posées pendant nos interventions. Alors, il y a eu quelques questions sur le travail de Tina et la capitalisation, mais Amandine y a répondu directement dans le fil de la conversation. Donc, je ne reviens pas dessus. Et sinon, il y a plutôt eu un ajout d'Annabelle Galide de la Chambre d'agriculture régionale concernant le stockage carbone, qui a mis à disposition d'autres outils qui existent, donc notamment l'outil Simeo AMG et un outil qui s'appelle Merci. Donc, merci Annabelle, déjà pour ce complément. Et si tu souhaites ajouter quelque chose, n'hésite pas. Donc, vous avez les liens. Là, nous avons choisi de vous mettre les visages, à défaut de pouvoir se voir de visu. Également plus petit l'adresse mail des différents collègues. Donc, on a eu quelques questions là sur des demandes de précision également sur le sujet du stockage carbone qui sont apparues dans le cadre des retours que certains d'entre vous ont commencé à faire vis-à-vis du programme 2021 du comité pour ce qui a été envoyé avant ce comité des partenaires. Donc pour le volet stockage, on vous invite à rentrer en contact directement avec Denis Savetier qui est indiqué ici. Sur ce sujet. Donc, vous avez vu Tina également sur la capitalisation. N'hésitez pas à la contacter si vous avez d'autres questions. Donc, vous avez le détail de l'équipe. Ce que je vais proposer, c'est à mes prochains collègues qui interviennent, vraiment, mettez votre visage. C'est quand même toujours plus agréable d'entendre, de voir la personne qui s'exprime. Et pour les contacter sur l'adresse mail, donc c'est pas tellement visible, mais c'est le nom de famille en complet, en entier, point et la première lettre du prénom, @arec-na.com. Donc si vous souhaitez les contacter, n'hésitez pas, pardon. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à vous manifester très rapidement en mettant quelques messages sur la partie chat. Eh bien, sinon, nous allons continuer et enchaîner sur ce programme 2021. Je laisse peut-être quelques secondes pour certains d'entre vous, si vous avez
des dernières remarques avant que l'on passe au programme et on se projette dans le programme de l'année prochaine. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, nous y allons. Et j'en profite sans plus tarder pour vous inviter du coup à poursuivre le mouvement qui a été engagé. Donc à date, 5 organisations d'entre vous ont déjà répondu et indiqué, fait des premiers retours par rapport à ce programme 2021 qui vous avait été envoyé en avance. Pas de problème pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Vous aurez pleine latitude à l'issue de ce comité des partenaires pour également réagir aux différentes propositions. On a listé un certain nombre d'axes de travail marquants et majeurs auprès desquels vous êtes invités à vous positionner, participer éventuellement à des groupes de travail. Donc, on vous invite à l'issue de ce comité des partenaires de continuer les échanges et de vous manifester aussi votre intérêt sur différents axes de ce programme de travail. Je propose qu'Hervé, donc tu continues à faire dérouler rapidement. Donc pour des raisons à la fois de timing et pour ne pas faire doublon avec la première présentation et encore moins faire doublon à ce qui vous a déjà été envoyé. Je ne vous détaillerai pas les diapos, si ce n'est les quelques nouveautés, les nouveaux axes de travail que nous avons choisi auxquels nous avons choisi de nous consacrer pour l'année 2021. Donc notamment sur la question de tout ce qui est bilan régional, de nouveaux sujets, donc ils apparaissent en violet, un travail pour aller au-delà de l'approche locale et aller un peu plus loin dans l'idée de caractériser ce qu'on appelle les émissions induites de gaz à effet de serre. On avait déjà fait un travail sur l'empreinte carbone. Pour certains d'entre vous, vous en souvenez. On va continuer cette approche pour essayer de mieux rendre tangible avec des données cet aspect scope 3, donc tout ce qu'on appelle les émissions induites de gaz à effet de serre, émissions induites par l'activité qui est tenue en région. Donc nos homologues de Bretagne ont commencé à travailler, ont fait évoluer la méthode qu'ils ont présentée au ministère. Donc on propose d'approfondir ce sujet et de s'inspirer des bonnes pratiques de nos homologues pour travailler sur ce sujet encore l'année prochaine. On va aussi, on souhaite aller plus finement dans la caractérisation de l'impact du confinement sur les consommations énergétiques, émissions de gaz à effet de serre. Sujet important, vous avez dû entendre parler du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat qui a pu faire un bilan à l'échelle nationale. À l'échelle régionale, ça demande un travail un petit peu plus fin, avec un petit peu de décalage, le temps qu'on bénéficie notamment des données nationales, mais à notre échelle. Donc, on mènera ce travail en 2021. On va passer à la suite. Vous avez eu la présentation d'Antoine, son travail sur les bases de données qui va se poursuivre et pour lequel on souhaite travailler avec vous et vous présenter les travaux de façon à approfondir la réflexion et vous permettre de réagir et de contribuer à ces bases de données dont les maîtres mots seront la possibilité de pouvoir injecter le plus possible de données réelles. Je souhaiterais que vous puissiez garder en tête une des diapos notamment qu'a présenté Antoine, je trouve très explicite de la façon dont on fonctionne à l'Observatoire, à savoir cette capacité à pouvoir mobiliser des données de sources nationales, de type INSEE ou autres, les mettre en regard avec la collecte d'informations issues d'enquêtes, des données régionales, voilà, et la fiabilisation de tout ça, le croisement de toutes ces informations pour avoir des données locales fiables. Et ces outils ont cette même vocation, à savoir tirer parti pleinement de l'ensemble des sources d'informations des gestionnaires de réseaux, de transport, de distribution, des données locales des collectivités également. Donc c'est bien cette vocation sur laquelle on souhaiterait échanger avec vous, donc collectivité, puis aussi porteurs d'informations, je pense notamment gestionnaire de réseau de transport distribution que j'ai cité. Sur la question du transport, un point particulier pour enrichir notre travail que l'on souhaite mener pour tout ce qui a trait au recensement des points de recharge des véhicules notamment, bornes électriques, et également sur toute la thématique de l'hydrogène. On va passer à la suite, Hervé, si cela te convient. Sur l'aspect des filières renouvelables,
Évidemment, un travail d'actualisation mené de façon régulière sur le pas annuel avec notre enquête méthanisation qui se poursuit, qui aura des petites spécificités, comme vous le voyez indiqué. On approfondit, mais on continue le même processus. La nouveauté qui est encore en violet, c'est une enquête qui doit nous permettre de collecter nos données qui sont estimées, qui sont liées aux caractéristiques techniques des chaufferies bois industrielles et collectives, à la réalité. Et ça passe par un travail d'enquête. Donc, on ne mène pas ce travail-là tous les ans, mais une fois de temps en temps, il nous semble important de disposer des données réelles. Ce qui permet de bien calibrer les résultats qu'après on diffuse à différentes échelles de territoire. On poursuit. Un nouvel axe de travail pour l'année 2021, c'est ce qui a trait au suivi d'une filière qui est en démarrage, mais néanmoins, il nous semblait important de poser une organisation pour permettre un suivi régulier de la filière du bio-GNV, donc à savoir de mettre en place identifier les sources de données, les projets, calibrer un dispositif de suivi, connaître quelles sont les meilleures sources de données pour de façon annuelle pouvoir déjà avoir des informations dès l'année 2021 et préparer un suivi plus régulier. Après, donc, je vous laisse prendre en considération sur le volet des autres vecteurs énergétiques, donc la thématique de l'hydrogène qui est très portée en région Nouvelle-Aquitaine, qui va se traduire par peut-être l'identification de nouveaux projets, un regard aussi sur des éventuels gisements, donc une situation sur la thématique hydrogène sur lequel nous allons insister cette année, encore une fois, pour poser les bases d'un suivi qui va certainement être amené à s'intensifier les années suivantes. Un travail enfin sur ce premier processus, ce premier axe qui concerne la production de connaissances. C'est la poursuite et non des moindres du travail, on va appeler ça, c'est tambouille interne, c'est pas très joli si je puis dire, mais qui illustre bien la nécessité d'avancer de pair avec la fourniture de données à différentes échelles, notamment territoriales, et un processus méthodologique interne qui doit vous être mis à disposition pour répondre à l'exigence absolue de transparence méthodologique. Donc, à la fois qui se traduit par un travail sur nos processus internes pour favoriser le suivi et le suivi fin de la moindre modification de l'évolution de nos bases de données qui ont connu, vous l'avez vu, beaucoup de changements. Donc, on resserre le dispositif de suivi qualité en quelque sorte. Et puis, on développe aussi de façon significative pour l'année à venir la mise à disposition d'informations relatives à l'ensemble de ces processus méthodologiques. Donc, ça va commencer la première publication des documents dès le début de l'année 2021, puisque nous avons déjà entamé ce travail depuis de nombreuses années et particulièrement cette fin d'année. Un sujet important du coup pour nous dans l'année à venir. Le volet socio-économique, donc là on est dans une logique de continuité par rapport à ce qui a été exposé. Pareil, on se tient à votre disposition pour échanger sur ces différents sujets, mais l'objectif là n'est pas de détailler ce que vous pouvez lire sans problème. On continue, peut-être Hervé ? Avant de laisser la parole à Lénaïque Vickel, enfin, ce qu'on appelle l'approche ressources et stockage carbone. Donc, un enjeu de pouvoir, alors, c'est pas forcément mener un travail complet, exhaustif de recensement de l'ensemble des ressources et matériaux biosourcés en région, mais plutôt de construire la réflexion régionale pour savoir où est la connaissance. On sait qu'un acteur comme la CERC Nouvelle-Aquitaine a déjà énormément travaillé sur cette question des matériaux biosourcés. Je crois que le cluster ODI également a travaillé sur la question de la paille. Donc, c'est plutôt de faire un bilan de la connaissance et de savoir comment cette connaissance est disponible et est-ce qu'elle existe et à quelle échelle de territoire, notamment pour accompagner les collectivités territoriales qui doivent, dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux, disposer d'informations sur l'existence de ressources et matériaux biosourcés de leur territoire. Donc, ça va être certainement plutôt un panel d'identification de la connaissance et de mise à disposition des informations existantes auprès des partenaires. En plus de la continuité du travail sur le stockage. On passe à la diapo suivante. Et puis, Lénaïque, je vais te laisser la parole en te remerciant d'ouvrir ta caméra. Voilà. Et je te laisse expliciter notre travail sur le sujet des ressources. Vaste sujet. Merci Amandine. Et bonjour à tous.
Donc effectivement, comme l'a dit Amandine, le sujet de la ressource, ça commence à devenir un sujet à part entière dans les observatoires, mais c'est aussi un sujet qui est à l'interface entre les thématiques déchets, énergie, et qui est déjà traité de manière assez transversale, donc notamment en interne, en lien avec les programmes de travail, que ce soit côté OREJ, mais aussi côté ORDEC, donc l'Observatoire régional déchets et économie circulaire, hein, l'autre observatoire animé par la REC. Et donc, pour un peu périmétrer ce sujet qui est vaste, on vous propose ici une classification des ressources qui sont suivies en région, selon leur nature. Alors, juste pour le petit code couleur, donc en gris, vous avez le lien avec les planifications associées à ces ressources. Violet clair, on est sur une approche qui est plutôt territorialisée, donc échelle EPCI ou syndicat de traitement. Et en violet foncé, une approche un peu plus macro, donc échelle départementale ou régionale. Donc ces catégories de ressources sont les suivantes. Les ressources déchets, donc qui comprennent entre autres les déchets organiques, hein, en lien bien sûr avec le schéma régional biomasse, hein, qui a pour objectif un suivi de la ressource à usage énergétique. Le SRADET, par rapport aux objectifs donc, de production énergétique et puis baisse des consommations et émissions, mais là on est vraiment sur l'aspect plutôt production, notamment biogaz. Le PRPGD, donc Programme régional de prévention et de gestion des déchets, qui a des objectifs donc, de prévention, recyclage et valorisation des déchets. Et il y a eu quelques études donc, spécifiques menées plutôt côté ORDEC, concernant les déchets de bois B, les refus de tri et une étude en cours sur les déchets de plastique. Ensuite, on a aussi la ressource bois, donc bois-forêt, bois bocager, verger, arboricole, en lien avec le programme régional forêt-bois auquel on a été associé, en lien avec, encore une fois, le SRB auquel on a contribué et en lien avec le SRADET. Et avec un focus particulier dans le cadre d'une analyse flux de matière dont je parlerai après pour le bois d'œuvre. La ressource ensuite agricole alimentaire, donc on suit les coproduits, sous-produits agricoles, toujours en lien avec le SRB et le SRADET, et un focus spécifique dans le cadre de l'AFM, donc l'analyse flux de matière, sur les fruits, légumes, céréales. Donc il y a aussi un enjeu stockage carbone, hein, bien entendu, sur la ressource bois et agricole. On en a parlé un petit peu plus tôt. Et Amandine en a aussi parlé juste avant, la ressource en matériaux de construction, donc en lien avec la CERC, hein, cellule économique régionale de la construction, donc déchets inertes du BTP, et il y a eu un focus spécifique, donc toujours dans l'analyse de matière, sur les granulats, et un lien avec une planification, c'est le schéma régional biomasse. Ensuite, on a des études qui sont plutôt au centre de tout ça, dans le sens où elles sont multi-ressources, donc l'empreinte carbone, une étude qui a été réalisée donc, sur les émissions qui sont induites par la consommation intérieure d'un territoire, donc quels que soient les secteurs de production de biens et services qui soient importés ou pas. Et je l'ai évoqué, l'analyse flux de matière, l'AFM, donc qui quantifie les flux matériels dans le fonctionnement socio-économique d'un territoire et qui permet de déterminer notamment le besoin apparent en matière. Et c'est dans le cadre de cette AFM qu'il y a eu des focus donc, sur le bois d'œuvre, les granulats, les fruits et légumes, céréales. D'autres ressources qu'on ne suit pas directement, mais on peut être en lien aussi avec d'autres structures d'observation. Hein. Donc la ressource en eau, la ressource en foncier, qui ne sont pas dans nos champs de compétences premiers. Pour autant, côté foncier, il y a un lien avec la thématique de Denis hein, sur le stockage de carbone et puis l'observation des changements d'affectation des sols, dont on a un petit peu parlé avant. Et donc, le lien avec les missions ORDEC et OREJ, donc nos deux programmes de travail, hein, ça concerne l'accompagnement des territoires sur ces thématiques via des diags énergie, gaz à effet de serre, donc avec notamment l'aspect ressources bois-énergie et ressources méta, aussi les codecs, hein, les contrats d'objectifs déchets économie circulaire, le suivi de manière générale, hein, que ce soit pour les énergies renouvelables ou pour l'approche déchets, et de l'expertise, donc pour des études spécifiques et de l'appui sur les planifications qui sont donc entourées en gris, pour certaines d'entre elles. Merci. Donc, depuis avril 2020, on a réalisé des travaux, on a fait un état des lieux en interne avec deux approches. Premièrement, une approche thématique par type de ressources et une approche géographique.
donc échelle régionale, départementale, EPCI. On a réalisé cet état des lieux en interne en capitalisant des données, donc au sein de l'ORDEC et au sein de l'OREJ. Et l'objectif, c'était justement de construire des éléments visuels significatifs et intéressants. Donc, on est parti sur des diagrammes de flux qui sont des diagrammes de Sankey, donc pour différentes ressources qui sont listées juste en dessous. Donc, le bois, bois-forêt et les déchets de bois B, plus précisément, les refus de tri, les déchets organiques et enfin les produits, coproduits, sous-produits agricoles, qui étaient des ressources prioritaires et déjà suivies par la REC. L'objectif de tout ça, à terme, c'est de construire des modélisations avec une possibilité de territorialiser les données ressources et d'accompagner plus finement les territoires quant à la connaissance des flux donc sur leur territoire, la gestion de ces ressources et donc de pouvoir faire aussi des comparaisons entre territoires. On y reviendra dans les perspectives. Et donc, parmi tous les Sankey qu'on a réalisés, on a choisi de vous proposer celui sur les déchets organiques parce qu'il est encore une fois à l'interface entre les thématiques déchets et énergie. Juste pour les codes couleurs, vous remarquerez qu'il y a des codes selon la provenance des déchets, que ce soit des déchets d'activité économique ou des déchets de ménage et assimilés. Voilà. Ensuite, on a essayé d'attribuer un niveau de fiabilité, un degré de fiabilité à la donnée. En gros, quand c'est vert, c'est de la donnée fiable issue d'enquête, sachant quand c'est vert foncé, c'est de la donnée plutôt complète et vert clair incomplète, enfin plutôt gris selon comment ça apparaît sur votre écran. Et en orange, dans les couleurs orange-rouge, on est plutôt sur de la donnée estimée. Orange clair, une bonne fiabilité avec de la méthodologie des ratios. Et orange foncé, une donnée moins fiable, j'y reviendrai après. Donc les déchets organiques qui ont été tracés, c'est les déchets ultimes d'industrie agroalimentaire, les biodéchets des professionnels, la fraction fermentescible des ordures ménagères, les déchets verts et les bouts de stations d'épuration. Concernant les filières, il y en a plusieurs, la méthanisation, mais pas que, aussi le recyclage organique, compostage, les filières d'élimination, donc incinération, stockage, et des filières en marron obtenues par déduction, donc sur lesquelles je vais revenir. Ce qu'on constate, premier point, c'est que la méthanisation, c'est une filière parmi d'autres de traitement, de valorisation des déchets organiques. Et par exemple, l'essentiel des déchets verts collectés aujourd'hui sont envoyés en compostage et aussi une petite partie de déchets d'industrie agroalimentaire, de biodéchets, donc ceux notamment des ménages triés à la source ou biodéchets des professionnels aussi, et une petite partie de déchets d'assainissement. Concernant les déchets organiques méthanisés, 70% sont des déchets d'industrie agroalimentaire à faible valeur ajoutée, auxquels s'ajoute ensuite ce qui concerne la fraction fermentescible des ordures ménagères et quelques déchets d'assainissement. Concernant donc les filières obtenues par déduction, c'est des filières qu'on obtient en soustrayant en gros un déchet brut produit à ce qu'on connaît en termes de valorisation. Donc voilà, on ne peut pas tracer tous les flux aujourd'hui. Et par exemple, pour les biodéchets et déchets d'industrie agroalimentaire, il y a aussi une part de prévention dont on ne sait pas, qu'on ne sait pas détailler parfaitement, mais ça comprend les dons alimentaires, l'alimentation animale de second rang et d'autres filières d'élimination, valorisation qu'on ne suit pas, qu'elles soient dans la région ou hors région. Et ce que vous constatez, c'est que pour les déchets verts, entre le gisement brut produit de déchets verts sur la base de ratios, et puis ce qui est valorisé, il y a un reste, entre guillemets, la grosse flèche en grise, donc c'est aussi du retour au sol, notamment du compostage in situ. Et puis on a fléché aussi des pratiques de broyage, paillage, du brûlage à l'air libre pour partie, même si c'est pas légal et que c'est peut-être pas la majorité, on l'a fléché comme des filières qui peuvent exister. Et encore une fois, d'autres filières d'élimination, valorisation. Concernant les perspectives, déjà sur du court terme, pour le programme 2021, c'est de poursuivre ces travaux de connaissance des flux, de ressources, notamment avec des nouvelles ressources, hein, on en a parlé juste avant, les biomatériaux, valoriser au mieux ces diagrammes de flux qu'on a produits cette année donc avec leur
leurs limites aussi, hein, mais identifier donc les partenaires à mobiliser. Donc ça peut être d'autres structures d'observation, aussi des partenaires institutionnels ou professionnels. Définir les flux à approfondir qu'on pourrait territorialiser, et pourquoi pas expérimenter l'analyse à l'échelle d'un territoire qui serait moteur sur cette thématique, avec qui on pourrait réaliser un bilan matière. Il y a un autre objectif qui concerne la ressource méthanisable cette fois-ci. Donc l'objectif en 2021, c'est d'un dispositif d'observation des ressources méthanisables. Je vais y revenir dans la dernière slide. Et enfin, un objectif plus long terme d'accompagnement des territoires sur le sujet ressources. On en a parlé, avec plusieurs enjeux, connaissance des flux, entraîner des mécanismes de solidarité territoriale concernant la gestion et la valorisation des ressources, et des enjeux de relocalisation de filières de production ou de traitement. Merci Lénaïque de faire très rapidement sur la dernière parce que nous avons dépassé 15h30. Merci à toi. Pour aller vite, donc on a fait un focus sur un type de ressources et déchets organiques. Donc là, je vais faire un focus sur une filière de traitement à la méthanisation. On l'a dit, une filière parmi d'autres concernant le traitement donc, des déchets organiques et des coproduits sous-produits agricoles. Objectif donc de la région, mettre en œuvre un dispositif d'observation pour assurer un meilleur pilotage de cette ressource méthanisable, inhérent avec les planifications, SRB, aussi l'étude 100% gaz vert, le SRADET, la feuille de route Néoterra, et être voilà, capable d'indiquer d'éventuelles tensions ou conflits d'usage. Et sur la partie droite, c'est des exemples donc, de graphiques ou d'indicateurs qu'on produit déjà, qu'on pourrait mettre à disposition, que ce soit sur les taux de mobilisation des ressources par rapport à un objectif du SRB, ou le gisement méthanisable par EPCI qui est déjà disponible dans Terristory. Et j'en ai terminé. Je te remercie Lénaïque. Donc sans plus tarder, pour finaliser le détail de ce programme, on va continuer à passer rapidement. Hervé, donc tu as du coup évoqué la nouveauté, c'est notre implication dans le dispositif, un nouveau dispositif à la demande de la région qui porte sur l'observation spécifiquement des ressources méthanisables, donc qui sera à construire au long de l'année. Voyez en rouge une date que l'on vous propose de retenir, le 16 mars 2021. Nous allons réaliser un webinaire qui va présenter l'ensemble des données que l'on peut vous mettre à disposition avec une petite conduite du circuit de visualisation du type de données, aussi bien sur Terristory que sur le site de data visualisation. Donc, on vous invite à prendre date. Et puis, on continue sur le déroulé pour ne pas trop glisser. Sur l'ensemble de la valorisation des données, on l'a évoqué assez abondamment, donc que ce soit site de data visualisation, l'outil que l'on appelle Terristory, différentes publications. Donc là, on va passer rapidement à la suite parce que je ne souhaiterais pas vous quitter sans avoir évoqué notamment le travail que l'on mène auprès des collectivités territoriales. Donc, l'ensemble des outils, schémas et plans régionaux auxquels l'AREC et l'Observatoire contribuent donc, sont listés ici. Hein, les 4 dispositifs, que ce soit le chapeau global qui est le SRADET, le S3R ENR aussi en lien avec RTE. Nous avons un certain nombre d'informations et nous proposons, notamment dans le cadre du schéma régional de biomasse, du plan de rénovation énergétique régional, un ensemble de travaux qui vont pouvoir utilement contribuer à la planification, au suivi de la planification régionale. On va passer à la suite. Et puis, une série de thèmes donc, sur lesquels nous souhaiterions vos retours avec une possibilité, une exploration que l'on souhaite mener l'année prochaine pour, de la même manière que je l'exposais précédemment sur un autre sujet, sur les matériaux biosourcés, identifier les données disponibles déjà au sein de l'Observatoire pour aborder certains secteurs qui ne sont pas des secteurs d'activité en tant que tels, je pense au tourisme ou au numérique, pour aller un petit peu plus loin dans les données disponibles. On sait que ce sont des sujets majeurs pour le territoire régional et puis majeurs aussi car visés par nombre de politiques publiques et également donc contribuer à différents travaux prospectifs qui sont souvent impulsés par d'autres partenaires étant donné que l'Observatoire se met à disposition pour pouvoir aider à la construction de ces différents outils ou travaux prospectifs. Donc, vous avez aussi différentes pistes qui sont évoquées
concernant ces pistes de travaux prospectifs. L'ensemble de ces données aussi vont pouvoir, et travaux vont pouvoir concourir à apporter un appui aux différents plans de relance qui vont nécessiter oui, comme c'est indiqué, de disposer d'informations socio-économiques, mais également tout un travail de ciblage de certaines activités, peut-être des activités industrielles, au regard de leur impact, notamment de leur consommation d'énergie, pour le sujet qui nous attache aujourd'hui. Donc, l'AREC, le REGES, se met à disposition pour pouvoir venir en appui et permettre un ciblage dimensionné selon les besoins de nos partenaires, principalement région ADEME et État. On va passer à la suite. Le travail de capitalisation, bien sûr, on vous l'a dit, va se poursuivre et s'étendre. C'est un sujet qui s'inscrit dans la durée, étant donné que nous avons capitalisé jusqu'ici une quarantaine de plans d'action. Au fur et à mesure qu'ils sont édités, officiellement, nous récupérons les informations, nous nous mettons en regard avec les collectivités territoriales impliquées, de façon à pouvoir les intégrer dans cet outil qu'on appelle un catalogue, qu'on espère développer rapidement et de vous le mettre à disposition de façon à pouvoir identifier le bouquet d'actions existant et auquel les collectivités souhaitent s'attacher dans les années à venir. On va continuer encore. La dernière thématique dont devait être portée par ma collègue Caroline, qui vous prie d'excuser parce qu'elle a eu des contraintes personnelles de dernière minute. Et donc, je continue l'exposé de ce qui était sa partie. Donc, Caroline Fleury, qui est à votre disposition pour tout ce qui est démarche territoriale et accompagnement des collectivités territoriales de la région. Encore une fois, n'hésitez pas à la contacter par mail à l'issue de cette intervention. Quelques chiffres vous sont listés qui présentent, donc vous voyez la couverture violette assez importante qui correspond à la fois à des informations de diagnostic territorialisé, énergie, gaz à effet de serre, soit réalisées par l'AREC, soit réalisées par l'ALEC, l'Agence locale énergie-climat, pour ce qui concerne l'ensemble des collectivités du territoire de la Gironde. Voilà, donc ALEC et AREC réunis, nous avons contribué à accompagner largement plus d'une centaine de collectivités territoriales dans la fourniture de données énergie, gaz à effet de serre. On passe à la suite. L'information importante que nous souhaitons vous communiquer aujourd'hui, c'est la fourniture qui va pouvoir être rendue disponible grâce au travail sur les bases de données, sur l'ensemble des thématiques que nous avons pu mener, qui ont été largement explicitées. La nouvelle capacité que l'on développe de pouvoir fournir des données territorialisées à échelon EPCI de façon qu'on appelle générique et disponible, libre d'accès sur le site Terristory. Donc ça, c'est un travail que nous n'avons pas mis en place tout de suite depuis que l'Observatoire existe, et notamment à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, parce que nous souhaitons apporter la même qualité de données que nous étions en capacité de fournir pour des autres territoires. Jusqu'à maintenant, on a étoffé nos bases de données, enrichi, renforcer les automatisations, mais l'objectif, c'est bien de garantir ce même travail, on a vu, de rapprochement des informations, de croisement des données, de façon à produire la donnée la plus fiable possible. Donc, ce travail, un petit peu de longue haleine, va pouvoir trouver une première traduction avec des premiers bouquets de données énergie, gaz à effet de serre disponibles à l'échelon territorial à partir de début 2021. Donc ça, c'est un premier niveau d'information. On va passer à la suite, si tu le veux bien, Hervé. Mais on va dire, on est encore dans de la donnée brute. Nous entrons également, pour la plupart des collectivités territoriales, dans une phase de conduite du plan climat-air-énergie territorial, qui, une fois été déposé, il s'agit de le piloter. Et dans ces cas-là, les collectivités peuvent être intéressées à disposer d'indicateurs et l'Observatoire se met à disposition pour pouvoir passer de la donnée brute qu'on appelle à l'indicateur de suivi. Une donnée brute, ça peut être une consommation énergétique. Un indicateur de suivi, ça peut être la consommation énergétique dans le résidentiel par habitant, par exemple. Donc ça, ce sont des informations qui vont être un petit peu plus fines, qui vont nécessiter peut-être de croiser, de faire des croisements, de travailler sur des ratios ou alors aller chercher des informations complémentaires. On a parlé du nombre de postes de recharge. Ça peut être un indicateur qui permet de suivre une dynamique concrète engagée à une échelle territoriale. Donc ce volet appui au tableau de bord va pouvoir aussi être déployé
avec des outils qui vont permettre le suivi annuel. On a commencé à définir toute une série d'indicateurs avec une fréquence, une disponibilité, des modes de calcul, un panel, ce qu'on appelle un panel d'indicateurs qui est en cours d'élaboration, qu'on pourra mettre à disposition justement pour pouvoir aller donc du recueil de données à un travail vraiment de suivi d'indicateurs adaptés, encore une fois un programme de travail. Dans le cadre du travail de capitalisation, l'utilisation peut-être un peu plus concrète de ce travail peut se traduire à analyser un positionnement d'une collectivité au regard, par exemple, de données moyennes ou médianes d'une typologie donnée. On a des collectivités rurales, je suis dans une collectivité rurale, comment je me positionne dans mes données, la production énergétique renouvelable en fonction de mes filières par rapport aux collectivités homologues au niveau des caractéristiques de la région. Donc, il y a ce travail qui est issu de la capitalisation menée par Tina, donc pourra permettre de déboucher sur différentes analyses pour positionner le territoire par rapport à ces territoires homologues ou par rapport aussi à la stratégie départementale régionale. Évidemment, avec des analyses que l'on a pu voir détaillées et détaillables en fonction des différentes typologies d'actions. On va continuer. Et enfin, l'ensemble de ces informations-là, que ce soit des données collectées dans le cadre de ce travail de capitalisation, va pouvoir aussi déboucher sur des analyses renforcées, mais pour pouvoir flécher de façon plus ciblée différents enjeux ou données socio-économiques. Donc ça, c'est une traduction de tout le travail dans le cadre de la production de connaissances et leur mise à disposition à un niveau territorial, donc au minimum EPCI, pour pouvoir concrètement adosser à des données, des informations de réduction de consommation d'énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des éléments relatifs au volume d'emploi, un nombre de rénovations, un chiffre d'affaires, et aussi d'étoffer la mise à disposition de données sur les projets. Un dernier point, et puis nous en aurons bientôt fini sur cet exposé de projets et de pistes de travail, c'est la thématique plus spécifique de la chaleur renouvelable. Vous avez vu le travail qui a été mené sur la caractérisation des réseaux de chaleur, qui nous donne un socle très riche d'informations pour permettre d'aller un petit peu plus loin dans la mise à disposition d'informations spécifiques à une échelle territoriale encore et aller même au-delà de ce constat et de passer un travail de ciblage pour identifier aussi bien des établissements cibles pour la mise en place de la chaleur renouvelable par le biais des réseaux de chaleur ou par le biais de la mise en place d'équipements de type chaufferie bois, par exemple. Donc, ce travail de ciblage, de traduction qu'on appelle opérationnelle d'objectifs de développement pour ce sujet de la chaleur renouvelable, la connaissance fine dont on dispose installation par installation va nous permettre de venir en appui directement de la construction après l'ensemble des programmes d'action, des plans d'action qui ont été définis, à la mise en action plus directe. Voilà pour la fin de cet exposé, de façon un petit peu accélérée, mais encore une fois, dans le cadre du questionnaire qui vous est adressé, là on a vu quelques remarques et je salue tous ceux qui doivent nous quitter, on comprend bien puisqu'on a atteint un petit quart d'heure de décalage. Nous tenons bien sûr à votre disposition pour répondre de façon détaillée à ces différents points et puis pour continuer les échanges. Je passe la parole peut-être à ceux qui ont capitalisé quelques retours écrits. Oui, donc on a eu principalement des remarques plutôt que des questions. Et donc Hervé a répondu à la plupart d'entre elles, notamment sur le formulaire. Et on a eu une remarque de Laure Martini de Tuile-Aglo qui précisait donc une étude des potentiels est actuellement menée par le conseil départemental de Corrèze. Et donc sinon, on avait plutôt des remarques. Ok, bon. Je repasse la parole à Hervé. S'il y a, côté questions-réponses, du coup, on est arrivé à peut-être au bout du bout aussi de votre attention. Et on vous remercie pour votre participation. Mais je vais aussi laisser peut-être à Hervé, si tu as deux, trois éléments de précision, avant de repasser la parole à Françoise Coutan pour clôturer ce comité.
Non, mais pas d'éléments complémentaires. Je voulais remercier les 80 participants qui nous ont suivis pendant cette heure et demie, un petit peu plus même, avec nos excuses donc pour le retard. Et puis, je laisse tout de suite la parole à Françoise Coutan pour la clôture de ce comité des partenaires. Et juste avant, Françoise, 30 secondes. Oui, nous vous enverrons le support qui a été présenté très rapidement. Bien, merci. Donc, à nouveau, merci à toute l'équipe de la REC et puis plus particulièrement, évidemment, à Amandine et Hervé pour tout le travail qu'ils font au quotidien. Et puis, encore un peu plus particulièrement à Hervé, puisque c'est quand même lui qui s'occupe en direct de cet observatoire. Voilà, bon, cet observatoire, vous avez noté par la restitution des travaux l'importance qu'il revêt pour nous tous, et notamment pour la région Nouvelle-Aquitaine. Moi, je voudrais quand même rappeler que se tenait ce week-end, enfin, des célébrations des accords de Paris, il y a 5 ans, et qu'on a bien compris que nous étions très loin des objectifs qui avaient été fixés. Passer à la vitesse supérieure, oui, on en a envie. Bon, je crois que c'est Hervé qui nous a donné tout à l'heure les chiffres en région, la diminution de la consommation d'énergie, certes, mais pas à la hauteur des objectifs que nous sommes fixés. Même chose pour les gaz à effet de serre, et puis même chose pour la part des énergies renouvelables dans la consommation finale, même si on a un petit soleil avec la production d'énergie qui dépasse de 1%, production d'énergie renouvelable qui dépasse de 1% ce qu'on avait projeté. Donc ça veut dire qu'il reste fort à faire, et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne suffira pas de massifier, enfin c'est mon avis personnel. En tant que vice-présidente de région, on peut massifier, c'est important de développer de manière plus grande tout ce que nous faisons en région, c'est-à-dire de multiplier ces actions, même si ça ne doit pas se faire au détriment d'autres secteurs d'activité, je pense en particulier à l'environnement. Mais je crois qu'il va falloir vraiment se poser la question de notre volonté ou pas d'atteindre les objectifs. Et à partir du moment où on aura véritablement acté la volonté d'atteindre nos objectifs, j'aimerais bien qu'on se pose véritablement la question de comment y arriver. Et là, je crois que tous ici, vous êtes dans le même bateau que moi, le bateau néo-aquitain et le bateau terre aussi. Et je crois qu'il va falloir vraiment réfléchir à stopper certaines activités. On a peur de ça, on a peur de se poser la question. On se dit que on va engager la transition. Oui, c'est vrai, on va engager la transition. La transition, c'est aller d'un point A à un point B. Je pense que certaines activités sont vraiment parties du point A et sont en train d'atteindre le point B. Et je pense que des activités sont toujours au point A et de toute façon, elles le resteront. Donc, la transition va être de vraiment engager d'autres activités et de stopper les activités qui sont génératrices de gaz à effet de serre, qui sont consommatrices d'énergie, et d'arrêter tout accompagnement, à mon sens, à tout ce qui peut avoir un trait aux énergies fossiles. Voilà, c'est ce que je voulais passer comme message en cette fin de séquence, parce que on peut se bercer d'illusions en se disant mais oui, on va y arriver, on va prendre le temps, on va recueillir l'avis de tout le monde. Oui, on va prendre le temps, on va recueillir l'avis de tout le monde, mais il faudra que tout le monde soit conscient de l'urgence. Et quand on n'a pas envie d'avoir conscience de l'urgence parce qu'on met en avant d'autres secteurs d'activité ou d'autres sujets, eh bien, on perd du temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et contrairement à la Covid, pour lequel on a l'espoir d'un vaccin, espérons qu'il soit efficace, par rapport à la crise climatique, on n'aura pas de vaccin. Donc, bougeons-nous ensemble, certes, mais bougeons-nous. Merci à toutes et tous, en tout cas de votre participation à ce comité de pilotage. Et encore merci à Hervé, Amandine et toute l'équipe. Merci à vous, Françoise, pour votre impulsion. Eh bien, on se dit au revoir. On se dit au revoir, exactement. Et puis à bientôt. Merci. Pour de nouvelles aventures. Au revoir à toutes et tous. Au revoir à tous. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir.
Merci pour tout. Au revoir.